Donc il y a un sujet qui me tient à cœur, dont j'avais envie de parler depuis un moment, c'est le syndrome de l'imposteur. Donc c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler. Et donc toutes les vidéos que j'ai faites auparavant, l'objectif finalement c'est de vous donner des outils, de vous donner des bases en fait. Alors que ça vienne de l'ANC ou de la systémique ou des sciences cognitives de manière générale. L'idée c'est pour moi mon objectif c'est de créer une métadiscipline, c'est de créer finalement des outils qui puissent vous aider dans le coaching individuel ou dans le coaching d'entreprise. Donc sur le syndrome d'imposteur, ce qui est intéressant de comprendre finalement, c'est que on entend beaucoup parler du syndrome d'imposteur et finalement, c'est assez compliqué de comprendre ce qu'il y a derrière. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, si vous regardez les vidéos sur la soumission que j'ai pu faire, vous comprendrez que le syndrome d'imposteur, finalement, on retrouve énormément de choses qui correspondent à ce qu'on appelle la soumission en ANC, le manque de confiance en soi a priori. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le syndrome de l'imposteur, à mon sens, n'est pas finalement simplement le fait de ne pas se sentir à l'aise dans une mission. C'est le sentiment de se sentir illégitime, mais de manière diffuse, c'est-à-dire dans plein de situations de la vie. C'est-à-dire qu'on se sent illégitime ou pas compétent, malgré le fait qu'on ait fait des études, ou qu'on ait travaillé sur un sujet pendant longtemps, ou bien qu'on ait réussi dans la vie. Donc le syndrome de l'imposteur, il faut bien différencier le manque de confiance en soi, qui est lié finalement au fait qu'on ait peu de résultats sur un domaine, et donc on manque de confiance en soi dans un domaine, et le manque de confiance en soi a priori, la soumission qui fait qu'on manque de confiance en soi, mais tout le temps dans la vie, et quelles que soient les situations. Si vous manquez de confiance en vous en tant que pilote d'avion parce que vous n'avez jamais piloté un avion, vous avez raison de manquer de confiance en vous à ce moment-là. Mais si vous avez fait 1000 atterrissages réussis et que vous manquez toujours de confiance en vous, là c'est que vous avez peut-être plutôt un problème justement de soumission. Et donc c'est important de comprendre cette différence, cette nuance sur la confiance en soi. Il y a deux types de confiance en soi. Il y a la confiance en soi a priori et la confiance en soi a posteriori. Comment on la distingue? La confiance en soi, a priori, elle est liée à la gouvernance grégaire. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous aurez tout le temps dans votre vie. Tandis que la confiance en soi, a posteriori, c'est quelque chose qui dépend de l'activité que vous faites. C'est-à-dire que si vous êtes entraîné sur un sujet que vous avez révisé, etc., vous allez prendre confiance en vous naturellement parce que vous avez des résultats positifs dans votre expérience. Donc les résultats positifs vous permettent d'avoir plus confiance en vous dans une activité. Et donc ça, finalement, c'est ce qu'on appelle l'expertise, tout simplement. C'est quelque chose qui se travaille avec le temps. Donc si vous arrivez sur une nouvelle mission, vous manquez de confiance en vous parce que vous n'avez pas les compétences, je dirais c'est tout à fait normal. C'est pas un syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est d'avoir un manque de confiance en soi, malgré le fait d'avoir de l'expérience, malgré le fait d'avoir des résultats positifs. Donc ça se travaille différemment. La soumission, ça se travaille avec alors la soumission au sens de l'ANC. Ça se travaille avec le fait d'en avoir conscience, de s'éduquer à ça, c'est-à-dire de comprendre les mécanismes de gouvernance grégaire, et en prenant du recul avec ça de manière à pouvoir basculer en mode adaptatif et avoir beaucoup plus d'assertivité. C'est-à-dire finalement prendre conscience que malgré le fait qu'on manque de confiance en soi, qu'on peut culpabiliser, n'empêche qu'on va quand même réussir à défendre ses intérêts, défendre ses droits, parce que on a ce courage finalement de l'assertivité, de réussir à dire ce qu'on pense, à dire ce qu'on ressent et à assumer en fait ce qu'on veut. Donc c'est un travail qui est pas évident. Ça peut se travailler, par exemple en TCC, on travaille ça avec le théâtre ou bien des mises en situation, ce qui permettent de travailler là-dessus, sur l'assertivité. Et donc il y a plein d'exercices de coaching qu'on peut faire. Il faut tout simplement demander un accompagnement par un coach pour travailler là-dessus. Ça peut être un travail de long terme, mais si on a vraiment la motivation et l'envie de changer des choses dans sa vie, on peut travailler dessus. Il y a, à part vraiment les situations extrêmement, des problèmes psychiatriques très complexes ou très graves, où là il faut être accompagné par un psy ou par aller en hôpital psychiatrique ou vraiment parce qu'on a besoin peut-être de moyens médicamenteux ou d'autres aspects d'encadrement beaucoup plus stricts. Dans la plupart des cas, pour la majorité d'entre nous, on a des problématiques psychiques qu'on peut traiter avec du coaching et qu'on peut traiter avec un suivi, avec un accompagnement. Moi, en tant que coach, je suis coach agile et coach lean, et je me fais accompagner, je me fais superviser par des coachs en ANC régulièrement dans ma carrière et régulièrement dans ma vie
pour m'aider à certains moments où j'ai des questions, des doutes. Moi-même, comme tout être humain, on a tous des névroses et des difficultés. Et donc, les comprendre, travailler dessus, savoir d'où ça vient, en tout cas pour moi, ça m'aide et ça marche. Il y en a d'autres pour qui comprendre ne sert à rien. Il vaut mieux avoir des exercices plus basés sur l'émotionnel, sur le corps, parce qu'il y a des gens qui sont plus dans un rapport, on va dire, physique au monde ou émotionnel au monde, et d'autres beaucoup plus dans un rapport cognitif. À chacun, en fait, son type de coaching, chacun a un type de coaching qui va lui correspondre et qui va être adapté à ses problématiques. Donc, pour revenir sur donc, le syndrome de l'imposteur, ce qui est important de comprendre, donc confiance en soi, il y a la confiance en soi a priori et la confiance en soi a posteriori. Donc, a priori, elle est diffuse et tout le long de la vie. A posteriori, elle peut évoluer en fonction des résultats qu'on a. Il faut bien distinguer aussi la confiance en soi de l'estime de soi. La confiance en soi, elle grandit quand on a des résultats positifs. L'estime de soi, elle grandit quand on fait des efforts. On peut avoir de la confiance en quelqu'un sans avoir d'estime pour lui, et on peut avoir de l'estime pour quelqu'un sans avoir confiance en lui. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui travaille dur, qui a fait énormément d'efforts pour réussir par exemple à devenir pilote de l'air, vous allez avoir de l'estime pour lui parce qu'il a dû travailler énormément, parce qu'il a dû réviser beaucoup, parce qu'il a fourni beaucoup d'efforts. Mais le premier jour où il va piloter un avion, vous allez peut-être pas avoir confiance en lui parce qu'il n'a pas encore eu suffisamment de résultats pour que vous lui fassiez confiance. A contrario, vous pouvez avoir un pilote extrêmement expérimenté qui a réussi plus de 1000 atterrissages, où là vous allez avoir confiance en lui parce que finalement il a obtenu des résultats. Et en termes d'estime de lui, alors certes vous allez avoir de l'estime par rapport à ses efforts, mais imaginons par exemple que ce soit quelqu'un qui ne soit pas du tout sympathique, qui ne fasse pas du tout d'efforts pour les autres, qui soit finalement dans un côté un peu trop imbu de lui-même. Bon, vous pouvez tout à fait ne pas avoir du tout d'estime pour lui, alors que vous pouvez avoir confiance en lui. Donc, ce qui est intéressant de comprendre, par exemple, un autre exemple, par exemple au football ou quand on supporte une équipe, on peut avoir confiance en une équipe qui a des bons résultats, et pour autant se dire, on a peu d'estime parce que c'est trop facile pour eux. Par exemple, parce que ils jouent contre des équipes qui sont bien inférieures. Et à contrario, on peut avoir beaucoup d'estime pour une équipe et des coéquipiers qui font beaucoup d'efforts, qui mouillent le maillot, comme on dit, mais qui n'ont pas forcément toujours des très bons résultats. Mais vous allez avoir de l'estime pour eux parce que ils ont fait des efforts, parce qu'ils se sont battus. Et ça, c'est quelque chose, voilà, qu'on peut distinguer à travers la notion d'effort et la notion de résultat. Et donc ça, c'est intéressant de voir ça aussi en entreprise. Parfois, des gens recherchent à ce qu'on ait de l'estime pour eux, alors que dans les entreprises, on juge beaucoup par rapport aux résultats. Et ce qui peut être très dur, c'est que parfois, il y a des gens qui font beaucoup d'efforts, qui travaillent très dur, et qui n'ont pas de bons résultats. Tout simplement parce que les résultats dépendent de plein de facteurs extérieurs, de plein de facteurs qu'on ne peut pas contrôler. Et donc c'est important pour un manager, par exemple, de savoir faire preuve de feedback positif sur les efforts, plutôt que systématiquement sur les résultats. On peut récompenser des efforts, récompenser un travail, et après, si le résultat n'est pas au rendez-vous, accepter que parfois, la réalité fait que tout ne dépend pas simplement des efforts qu'on fait, mais il y a plein de facteurs extérieurs qui jouent. Donc l'estime de soi et la confiance en soi sont deux choses très différentes qui ne fonctionnent pas avec les mêmes outils. Vous pouvez avoir, et ça peut poser des problèmes d'ailleurs en coaching, c'est quelque chose qu'on peut observer. Est-ce que tu as de l'estime de toi? Est-ce que tu as confiance en toi? Deux choses très différentes. Les gens qui ont énormément confiance en eux mais qui n'ont aucune estime d'eux, et vice-versa, il y a des gens qui ont beaucoup d'estime d'eux mais peu confiance en eux. Donc c'est des choses qui sont assez différentes. Vous allez avoir par exemple des gens qui veulent absolument toujours avoir gagné plus d'argent, avoir plus de résultats, etc. Parfois, ce sont des personnes qui peuvent rechercher des résultats alors que ce qu'ils voudraient combler, c'est un manque d'estime d'eux-mêmes. Et donc finalement, quand on se trompe dans la manière finalement d'améliorer sa difficulté, on peut avoir comme ça un déséquilibre, c'est-à-dire des gens qui n'arriveront jamais en fait à leur fin, qui n'arriveront jamais finalement à gagner suffisamment d'argent pour combler leur manque d'estime d'eux-mêmes. Mais le problème, c'est que c'est pas ça en fait qui leur permettrait de combler le gap. Donc voilà, c'est toujours intéressant de bien distinguer confiance en soi, estime de soi, deux choses très différentes. L'estime de soi est liée aux efforts qu'on fait, la confiance en soi dépend des résultats. Et donc dans la confiance en soi, il y a la confiance en soi a priori, quelque chose de diffus qui est lié au positionnement grégaire, et la confiance en soi a posteriori, qui correspond finalement au fait d'obtenir des résultats sur un sujet, et qui fait que dans une activité, dans un domaine, on va gagner en confiance en soi parce qu'on a des résultats objectifs, positifs.
Évidemment, si on a des résultats négatifs, on peut perdre confiance en soi a posteriori. Et ça, j'ai envie de dire, c'est normal. On va dire que là, on est vraiment dans des niveaux de gouvernance émotionnelle qui sont liés finalement au fait d'être conditionné par des résultats positifs ou négatifs. Donc, c'est-à-dire que finalement, c'est tout simplement ce qui correspond à l'éducation, à la culture d'entreprise, ce qui va correspondre aux motivations secondaires en ANC, ce qui correspond finalement à des motivations extrinsèques, c'est-à-dire que finalement notre niveau de motivation, notre niveau d'engagement dépend des résultats, qu'ils soient positifs ou négatifs. Autre chose importante à comprendre avec le syndrome de l'imposteur, c'est que le syndrome de l'imposteur, vous pouvez avoir un syndrome de l'imposteur parce que vous êtes en surinvestissement émotionnel. Donc comment on va le ressentir à ce moment-là? Le surinvestissement émotionnel nous donne envie finalement de énormément travailler, énormément s'investir sur un sujet. On va commencer à fond, on est hyper excité, ouais, j'ai envie d'y arriver, j'ai vraiment envie que ça marche. On va travailler beaucoup. Et malheureusement, avec le surinvestissement émotionnel, on va être insatisfait malgré des bons résultats. Et donc, on peut ressentir l'échec avec un surinvestissement émotionnel est très très dur à vivre. C'est quelque chose de très douloureux. En ANC, on considère que l'échec l'échec lié à un surinvestissement émotionnel est ce qu'il y a de plus douloureux. Ça fait vraiment très très mal. Et donc du coup, quelqu'un qui subit un échec sur une activité dans laquelle il s'est énormément impliqué, dans laquelle il s'est surinvesti, il peut ressentir une telle douleur qu'à ce moment-là, il peut y avoir vraiment un gros manque de confiance en soi, un sentiment d'illégitimité, un sentiment finalement d'être mauvais, de pas y arriver, et finalement c'est une telle souffrance que ça peut s'apparenter aussi à un syndrome de l'imposteur. Mais la différence, selon moi, c'est-à-dire qu'un vrai syndrome de l'imposteur, pour moi, ça correspond vraiment à ce qu'on appelle la soumission en ANC. Le cas du surinvestissement émotionnel, vous allez avoir un down, mais après, vous allez repartir, vous allez remonter. Et c'est quelque chose qui est ponctuel. Alors, qui se répète dans le temps, parce que vous allez faire des surinvestissements émotionnels plusieurs fois dans votre vie, dans les mêmes domaines. C'est-à-dire, par exemple, sur un projet, vous allez passer à un autre projet, puis encore un autre projet, ou bien dans les relations de couple, et vous allez toujours faire la même montagne russe, monter et descendre. Mais finalement, c'est ponctuel. Même si ça se répète, c'est ponctuel. Alors que la soumission, c'est quelque chose de diffus qui dure longtemps dans la vie. Donc un bon exemple de quelqu'un qui, à mon sens, à mon avis, alors il faudrait faire un test avec lui, il faudrait accepter et avoir sa validation pour valider le diagnostic, mais quelque chose qui ressemble beaucoup à de la soumission, c'est ce que vit Stromae par exemple. Quand il fait sa chanson là sur l'enfer, celle qu'il a fait au JT de TF1 là, c'est vraiment intéressant parce que si vous voulez, ce qu'il décrit à travers cette culpabilité, ces pensées suicidaires dans cette chanson, là on est vraiment dans le diagnostic de la soumission. Et alors ce qui est terrible, c'est que ça peut être quelqu'un qui a effectivement un talent incroyable, enfin c'est un artiste reconnu mondialement et puis c'est vraiment quelqu'un de génial. Et malgré le fait qu'il ait des grandes réussites comme ça dans sa vie, finalement, ça va pas forcément compenser sa soumission, ça va pas forcément le rendre heureux, parce que ce niveau de soumission va l'habiter en permanence, quoi. Et donc ce qui est terrible d'ailleurs, ce qui est dramatique, ce qui est paradoxal, c'est que quelqu'un qui a de la soumission, quand il a des grandes réussites comme ça professionnelles, il peut vivre un effet rebond qui fait que il va se sentir encore plus mal suite à une réussite. Donc c'est paradoxal, mais malheureusement c'est quelque chose qui peut arriver. Ce qui est intéressant par rapport à vraiment le témoignage, cette chanson L'Enfer, alors je sais pas si ça représente exactement ce que lui ressent. Et voilà, ça reste de l'art, hein, ça reste une chanson, donc on ne sait jamais si c'est exactement ce que les gens vivent. Mais en tout cas, c'est parfaitement décrit dans ce que c'est que cette culpabilité qui est tout le temps là, ces pensées suicidaires, etc., etc. Donc si vous avez des personnes autour de vous qui ont ce syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que cette sensation diffuse d'illégitimité, de sentir de manque de confiance, de manque d'assurance, quelles que soient les situations, même dans des situations dans lesquelles ils ont une expertise, eh bien, sachez qu'ils peuvent être accompagnés, on peut faire du coaching avec eux, on peut travailler sur la pensée stable, avec l'atelier de la pensée stable, mais on peut aussi faire un travail d'accompagnement. L'idée, c'est de leur faire prendre conscience
d'où vient cette problématique-là, de les accompagner à devenir plus autonomes, c'est-à-dire comprendre que quand ils ressentent cette énergie-là, ils ne sont pas obligés de se laisser complètement driver par ça, de se laisser complètement diriger par ça, et ils peuvent finalement, au mode mental adaptatif et grâce à des exercices par exemple de méditation, de travail sur soi, on peut réussir à gagner en autonomie en étant capable ponctuellement, malgré cette culpabilité, malgré ce sentiment-là, de faire face et de réagir de manière assertive dans les situations en étant capable par exemple d'exprimer finalement ce qu'on pense, ce qu'on ressent et de défendre ses intérêts à long terme du mieux possible grâce à son intellect, grâce à sa logique et grâce aussi à un travail sur soi par le théâtre par exemple ou l'improvisation. Il y a plein d'exercices comme ça de mise en situation qui permettent aux gens de finalement jouer un personnage, jouer un rôle et c'est un rôle qui est finalement et une partie d'eux-mêmes et qui vont apprendre à jouer dans les situations critiques, comme une négociation d'une augmentation, par exemple, au travail, ou bien dans des moments importants de leur vie, où ils doivent être capables finalement d'assumer ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent, et de défendre leurs droits et de défendre leurs intérêts.